Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Très content de vous retrouver en cette journée de rentrée parlementaire. Mes premières pensées iront à la ministre des Relations internationales et de la francophonie. Mes collègues et moi lui souhaitons tout le courage nécessaire pour faire face à l'épreuve qui l'attend. Maintenant, ma question au Premier ministre. Monsieur le Président, malheureusement, nos appréhensions se confirment. La CAQ, c'est le parti de la division, de la perte de confiance et de l'improvisation. Depuis cet été, le Premier ministre s'est chicané avec l'Alberta. Les investissements étrangers stagnent. Malgré des promesses, les classes débordent depuis la rentrée scolaire et des enfants attendent encore plusieurs semaines à la maison. Le Premier ministre provoque même les employés de l'État avant même de commencer à négocier. Enfin, tout récemment, le Premier ministre a mis en péril la confiance de la population envers nos corps policiers. C'est une crise de confiance majeure qui affecte l'UPAC, la Sûreté du Québec, le DPCP. Les Québécois se sentent impuissants et découragés. Monsieur le Président, on va de rebondissement en rebondissement. On se croirait même à l'émission District 31. Il n'y a aucun pilote à bord. Et encore une fois, quand la réputation de nos corps policiers est entachée, on nuit à la sécurité des citoyens. Le Premier ministre ne peut pas rester les bras croisés jusqu'en octobre. Est-il conscient de la perte de confiance des citoyens et quand va-t-il donner des réponses à l'ensemble des Québécois? Monsieur le Premier ministre. Oui, Monsieur le Président, à mon tour de souhaiter une bonne rentrée parlementaire à tout le monde. Et puis, merci pour les bons mots pour notre collègue. Nadine, on est avec toi. Et, Monsieur le Président, le chef de l'opposition officielle a parlé de plusieurs sujets, mais j'ai retenu, entre autres, son dernier sujet, les policiers, la confiance envers nos corps policiers. Le chef de l'opposition officielle se rappellera que lorsqu'il était au gouvernement et qu'on était dans l'opposition, on avait suggéré que le directeur général de la Sûreté du Québec et le directeur général de l'UPAC soient nommés par un vote du 2/3 de l'Assemblée nationale. Malheureusement, le gouvernement libéral a refusé cette proposition. Monsieur le Président, les prochains directeurs généraux de nos corps policiers seront nommés après consultation et après un vote du 2/3 de l'Assemblée nationale pour poser un geste pour rétablir la confiance de la population envers nos corps policiers. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, moi, je vais donner le vrai bilan des 11 derniers mois caquistes en matière de sécurité publique. Des suspensions sans accusation depuis plus de 6 mois, des démissions, des enquêtes annulées par manque de preuves, des enquêtes sur des enquêtes et des fuites dans les médias de graves allégations publiques. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous fier de ce bilan? En mai dernier, vous aviez même refusé d'accorder votre confiance envers nos corps policiers. Pourquoi aujourd'hui les Québécois... Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, j'aimerais comprendre la proposition du Parti libéral. Est-ce qu'il nous propose de se mêler des enquêtes qui sont en cours actuellement à la Sûreté du Québec? Est-ce qu'il nous propose de s'ingérer dans les corps policiers, dans la gestion des corps policiers? Monsieur le Président, on ne fera pas ça. On va, au cours des prochains jours, prochaines semaines, proposer un nouveau directeur général pour l'UPAC. J'espère qu'on aura la collaboration de tous les partis, de tous les membres de l'Assemblée nationale, parce que oui, il y a du travail à faire pour rétablir la confiance, mais on sait qui était là depuis 15 ans à la gouvernance de l'État. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, la vice-première ministre est en poste depuis 11 mois. Et qu'est-ce qu'elle a promis à la veille de la rentrée parlementaire? Elle a promis une grande réflexion et un chantier sur nos corps de police. Est-ce que le Premier ministre peut admettre que ce n'est pas un chantier dont les Québécois ont besoin, mais d'abord et avant tout des réponses? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, encore une fois, aucune proposition constructive. Que propose le Parti libéral? C'est le Parti libéral qui nous a mis dans la situation qu'on vit actuellement. Il y a des enquêtes qui ont lieu, entre autres, sur de la corruption.
qui a eu lieu pendant que le Parti libéral était au gouvernement. On va laisser les policiers travailler, puis à l'avenir, on va nommer des gens qui sont au-dessus de tout soupçon avec l'aide et la contribution de tout le monde à l'Assemblée nationale. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Je pense que le premier ministre minimise actuellement la situation. Nos corps policiers sont maintenant littéralement décapités. La population a besoin de réponses et je ne peux pas croire que le premier ministre va même cautionner un chantier sur ces questions-là. C'est de la pure improvisation. Il est grand temps que le premier ministre prenne les choses en main. Allez-vous, oui ou non, prendre ce dossier-là en main? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, ce que je comprends du chef de l'opposition officielle, c'est qu'il nous propose d'aller se mettre les mains dans l'enquête qui a lieu actuellement à propos de M. Prudhomme. Il nous demande d'accélérer les enquêtes sur la corruption qui a eu lieu sous le gouvernement libéral. Monsieur le Président, je pense qu'il faut faire confiance au corps policier. Il faut s'assurer à l'avenir qu'on nomme avec un vote du 2/3 les personnes qui dirigent nos corps policiers. C'est ça qui aurait dû être fait depuis longtemps par le gouvernement libéral qui nous a précédés. Question principale, Madame la députée de Saint-Laurent. Aujourd'hui, c'est notre rentrée parlementaire. J'espère que l'été a été fructifiant pour le ministre de l'Éducation et qu'il a fait ses devoirs parce qu'il y a quelques semaines, c'était sa première rentrée scolaire pour lui. Et c'était la pire rentrée scolaire du Québec dans l'histoire. Assez chaotique de voir une mère prendre son Bixi à Montréal pour trouver des places pour ses enfants. Assez chaotique de voir des parents qui voient leurs jumeaux séparés pour être dans différentes écoles hors quartier. Assez chaotique de voir que l'obsession caquiste pour les maternelles de 4 ans a fait en sorte de dévier l'emphase sur les enfants qui, eux, la scolarisation est obligatoire. Au Québec, à partir de 6 ans, Monsieur le Président, les enfants sont à l'école, pas à la maison. Est-ce que le ministre peut enfin nous dire si oui ou non il a un plan pour son grand projet de maternelle 4 ans, cette obsession? Est-ce qu'il peut nous dire où est-ce qu'il va trouver les milliers d'enseignants? Est-ce qu'il peut nous expliquer aussi comment ça se fait qu'il y a un dépassement de coûts, qu'on est rendu à avoir des classes à 1 million de dollars pour 6 élèves? Il est où le plan? Monsieur le ministre de l'Éducation. Alors, ma collègue est allée sur plusieurs sujets, notamment la pénurie de locaux et le fait qu'il y a des parents qui ont dû, malheureusement, se promener d'une école à l'autre. J'aurais été à la commission scolaire, évidemment, de répartir les élèves dans les classes. Ça appartient à la commission scolaire en ce moment de faire l'organisation scolaire. Mais dans la dernière année que ma collègue et le Parti libéral étaient au pouvoir, il y a eu, pour la dernière année, dans le plan québécois des infrastructures, des chantiers pour 58 classes primaires à la CSDM. 58 classes, ça, c'était leur ambition la dernière année qu'ils sont là. Cette année, c'est la première année que la CAQ est au pouvoir. Pour une année, on a mis en chantier 126 classes primaires, 550 places au secondaire. Alors, on est en train de réparer les pots cassés des précédents gouvernements. Pendant des années, ils refusaient les constructions, les agrandissements, les rénovations. Il y a un problème de pénurie de classes, notamment sur l'île de Montréal. Ça va prendre un certain temps, bien sûr, pour construire, agrandir, rénover, mais on commence. On est au travail pour le faire. Et à chaque semaine, à chaque rentrée, on va voir la situation s'améliorer au Québec. Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Laurent. Est-ce que j'ai vraiment rien entendu par rapport au plan des maternelles 4 ans, là? Je ne sais pas, mais ça fait des mois, Monsieur le Président. Ça commence à être vraiment sérieux. C'est un manque de transparence très grave. Lorsqu'on dit que ça coûtera ce que ça coûtera, qu'on est rendu à presque 2 milliards dans du béton, puis pas du service aux élèves, qu'on a des enfants qui sont à la maison, on est semaine 3 à l'école. Semaine 3. Où sont nos enfants? Il y en a qui sont à la maison. Il est où votre plan? Le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, c'est bien clair. On l'a dit précédemment, avant la campagne, pendant la campagne, mais on est en train de le mettre en place. Le plan, c'est quoi? Un programme de maternelle 4 ans, universel, accessible à tous. Comment on le fait? Par la voie législative. On est en train d'étudier en ce moment un projet de loi pour rendre ça possible. Avec quels fonds? Avec le fonds qui sont dans le plan québécois des infrastructures pour agrandir, construire des écoles. Avec quels fonds aussi? Bien, avec les fonds du budget qui nous ont permis d'ouvrir plus de 250 classes. Qu'est-ce qu'on va enseigner dans ces classes-là? Un programme du préscolaire renouvelé, fait par une équipe d'experts. Donc, on a qui, quoi, quand, terminant, sur 5 ans, on sait où on s'en va, c'est très clair. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Laurent. En tout cas, une chose est sûre, non, il n'y a personne qui sait où est-ce que vous en allez parce qu'on n'a toujours pas votre plan.
Alors, nous, on aimerait bien être dans sa tête à lui, au ministre de l'Éducation, mais on n'a pas le luxe d'être dans sa tête. Alors, c'est pour ça qu'on l'invite à déposer un plan. Pourquoi? Parce que nous, on sait la réalité terrain. C'est qu'il refuse d'entendre qu'il n'y a pas de locaux, qu'il n'y a pas assez d'enseignants, que oui, effectivement, il va prendre aussi les techniciennes de garde. Alors, c'est pour ça que ça prend un plan, parce que depuis le début, Monsieur le Président, toutes les semaines, il y a des nouveaux chiffres parce qu'il n'est même pas capable de quantifier combien ça coûtera. Est-ce que vous pouvez faire preuve de transparence? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, il y a des parents, des milliers de parents, des milliers d'enfants de 4 ans qui se réjouissent du déploiement qu'on est en train de faire pour les maternelles 4 ans. Le plan, il est effectif, ça fonctionne. Il y a plus de 7 000 enfants. Au moment où on se parle, il y a plus de 7 000 enfants de 4 ans dans nos classes de maternelle 4 ans aujourd'hui. Ça veut dire plus de 7 000 familles qui ont fait ce choix. Et, Monsieur le Président, on en a refusé des centaines. En ce moment, il y a plus de demandes que d'offres. Il y a plusieurs parents qui voulaient inscrire leur enfant qui n'ont pas pu le faire. Eh bien, ça sera possible dans les prochaines années parce qu'on va continuer d'offrir ce service pour que davantage d'enfants en bénéficient. Question principale, Monsieur le député de Robert-Baldwin. Merci, Monsieur le Président. Alors, le 20 juin dernier, il y a eu vol de données massif chez Desjardins. Évidemment, Desjardins n'est pas seul. Les autres institutions financières et le gouvernement possèdent eux aussi des informations personnelles sur nous tous. Ce que nous suggérons, c'est de faire une réelle réflexion sur la protection des données personnelles détenues par les organismes publics et privés afin d'établir un plan de match pour la suite des choses. Malheureusement, la CAQ tergiverse. Elle ne veut pas faire toute la lumière et préfère y aller à la pièce sans grande ambition. Donc, demain, mercredi, nous allons déposer une motion afin de lancer une réflexion globale et rigoureuse sur l'enjeu de la protection des données personnelles. Est-ce que le ministre fera preuve d'ouverture et acceptera notre motion? Monsieur le ministre des Finances. Le ministre fera preuve d'ouverture et acceptera de débattre de votre motion. Alors, j'aimerais revenir sur cet incident extrêmement sérieux qui est le vol de données chez Desjardins. On parle de données financières, on parle d'une institution financière d'importance systémique, Monsieur le Président, le groupe Desjardins, et son régulateur, l'AMF, qui travaille avec lui pour résoudre la situation. Et bien sûr, nous sommes sur le dossier depuis le début. C'est un dossier extrêmement important. Desjardins a géré l'incident de façon adéquate. L'AMF travaille avec eux sur des solutions à long terme et ça me fera plaisir d'en discuter avec vous, notamment dans le cadre du projet de loi sur les agences de crédit. Première complémentaire, Monsieur le député de Robert-Baldwin. Merci, Monsieur le Président. Mais alors, ce que je comprends, c'est que la CAQ ne veut pas se pencher rapidement sur la protection des données personnelles. On parle de la protection des données personnelles, notamment celles détenues aussi par l'État. Alors, c'est le gouvernement qui, d'ailleurs, a refusé d'entendre Revenu Québec en commission parlementaire, pourtant un organisme qui a fait objet d'importantes fuites cet été. Alors, Monsieur le ministre, si vous voulez vraiment faire toute la lumière sur cet enjeu, acceptez-vous notre motion? Monsieur le ministre des Finances. Mais, encore une fois, vous mélangez les dossiers. L'incident chez Desjardins, c'est un incident qui concerne plus de 2,7 millions d'individus. Ce sont des données financières. Et Desjardins est une institution financière d'importance systémique. Son régulateur, l'AMF, se rapporte au ministre des Finances et on travaille là-dessus. Nous avons dit, dès le début, que nous étions prêts à entendre Desjardins, l'AMF et Equifax, dont le service aurait pu être de meilleure qualité dans le cadre de la gestion de cet incident. Nous avons accepté ce qui avait été demandé et c'est suite à vos nouvelles demandes pour résoudre tous les problèmes que l'imbroglio s'est créé. Deuxième complémentaire, Madame la députée d'Anjou, Louis Riel. Merci, Monsieur le Président. Les consommateurs sont inquiets et craignent un vol d'identité. Il manque d'informations, mais surtout zéro réponse du gouvernement. Concrètement, c'est plus de 4 millions de Québécois qui sont touchés par cette crise, un Québécois sur deux. Depuis le début de cette saga, pas un mot de la ministre responsable de la protection du consommateur. La question est simple. Va-t-elle enfin jouer son rôle et prendre des actions pour protéger les consommateurs, comme nous le demandons depuis des mois? Madame la ministre de la Justice.
Merci, M. le Président. D'abord, bon retour à tous pour cette rentrée. Effectivement, la ministre joue son rôle. Je joue mon rôle. C'est un dossier concernant Desjardins qui est multifacette, qui est complexe. Présentement, en tant que ministre responsable de l'accès à l'information, je travaille sur un projet de loi, des projets de loi pour encadrer justement la protection des données personnelles en matière publique, en matière privée et également concernant la gestion des données personnelles faites par les partis politiques. Alors, c'est un enjeu qu'on prend au sérieux et sur lequel je travaille avec sérieux également. Merci. Question principale, Mme la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Bonne rentrée parlementaire à vous, Monsieur le Premier ministre, à vous, l'ensemble de mes collègues et bien sûr à ma collègue Courage, Force et Amour, à la ministre des Relations internationales et de la francophonie. Monsieur le Président, le ministre de l'Environnement est allé visiter cet été le Saguenay et l'Abitibi-Témiscamingue. Vous savez, j'aurais aimé le voir adhérer au fan club des Huskies de Rouyn-Noranda. Notre grande équipe là, qui a gagné la Coupe Mémorial ce printemps, mais malheureusement, il a choisi plutôt de devenir fan club du groupe GNL Québec. Le ministre a affirmé qu'il y avait un préjugé favorable au projet de gazoduc et de port méthanier. Monsieur le Président, il y a des sérieux doutes sur ces enjeux-là, sur ce projet-là. Il devrait se garder quand même une petite gêne et attendre les résultats de l'évaluation environnementale. C'est la moindre des choses. Maintenant, est-ce que le premier ministre, lui, considère que c'est une attitude acceptable? Et surtout, est-ce qu'il va demander à son ministre de l'Environnement, de se garder une petite gêne avant le dépôt des rapports? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, ce qui est important de dire dans le dossier de GNL Québec, c'est que toutes les études environnementales seront faites. Donc, il y aura l'occasion de consulter la population, de consulter les différents groupes qui sont intéressés, et on va s'assurer que si le projet va de l'avant, bien, il y aura d'abord une sécurité du côté de l'environnement. Mais, Monsieur le Président, là où on a un différend ensemble, là, le Québec solidaire, le Parti québécois et nous, c'est que nous, on pense que la possibilité de créer des milliers d'emplois payants au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est quelque chose qu'il faut considérer. Je ne sais pas si le député de Jonquière va se promener à Jonquière dernièrement, mais il doit voir que sa population est pas mal plus proche de ce qu'on propose à la CAQ que ce qui est proposé par Québec solidaire et le Parti québécois. Donc, Monsieur le Président, on va faire toutes les études environnementales qui sont nécessaires, mais oui, nous, de notre côté, on est intéressés à regarder la possibilité de créer des milliers d'emplois très bien payés au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Première complémentaire, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, les scientifiques recommandent la réduction du gaz naturel de 43 % pour les 30 prochaines années. Le premier ministre du Québec, lui, il trouve que c'est une filière d'avenir. Il nous parle d'investissements, d'emplois, mais ce qu'il ne nous dit pas, c'est que ce sont des investissements d'un autre siècle. Ce sont des emplois d'un autre siècle. Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas capable d'amener des investissements au Québec dignes du 21e siècle qu'il agit comme ça? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, vous savez, dans le dossier GNL Québec, ce qui est prétendu par les promoteurs actuellement, c'est qu'il y aurait d'un côté une augmentation des GES de 7 millions de tonnes, mais de l'autre côté, en remplaçant des énergies fossiles en Europe, il y aurait une réduction de 28 millions de tonnes. Donc, net, moins 21 millions de tonnes de GES de moins pour la planète. Je sais que la députée de Québec solidaire n'est pas intéressée à ce qu'on exporte de l'hydroélectricité pour remplacer des énergies fossiles. Nous, on pense que c'est une bonne idée. Nous, on pense qu'il n'y a pas de mur du côté des pays. C'est la planète qu'il faut regarder. Deuxième complémentaire. Madame la chef du deuxième groupe d'opposition, vous êtes la seule qui appartient à la parole. 43 %, c'est sur l'ensemble de la planète qu'il faut réduire l'utilisation du gaz, Monsieur le Premier ministre. Cette compagnie-là utilise des techniques qu'on connaît depuis assez longtemps ici au Québec. C'est la technique du temps du Plessis où on donne des cadeaux.
14 millions pour l'Abitibi-Témiscamingue, 10 millions pour le Saguenay, 2 millions pour la Tuque. Bref, est-ce que le premier ministre, lui, s'est laissé séduire par le chant des sirènes des 13 lobbyistes de GNL Québec? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, quand le ministre de l'Économie puis moi, on discute avec des entreprises, on s'assure que les retombées attendues pour les Québécois excèdent les montants de contribution qu'on puisse faire. C'est le cas dans le dossier qui nous concerne. Si on crée des emplois, des milliers d'emplois payants, ça veut dire des revenus additionnels au ministère des Finances pour financer nos programmes sociaux. Nous, on pense que c'est une bonne affaire. Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Président, au Parti québécois, la promotion et la protection de la langue française, c'est au cœur de notre identité politique depuis toujours. On est constant sur ces questions parce que c'est au cœur de l'identité québécoise. C'est un enjeu qui doit nous préoccuper tous quotidiennement. Le premier ministre a annoncé récemment un nouvel intérêt pour la langue. Il en a fait une priorité pour cet automne. J'ai une question précise pour lui. Est-ce qu'il considère que l'avenir de la langue française passe par le renforcement de la loi 101, que c'est essentiel et urgent? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, le français sera toujours vulnérable au Québec, en Amérique du Nord. Mon collègue va proposer une série d'actions qu'on va prendre pour protéger, faire la promotion du français. On pense que ce qui est le plus important actuellement, c'est de s'assurer que les nouveaux immigrants apprennent le français. Malheureusement, avec le Parti libéral, l'année dernière, la moitié des 50 000 immigrants ne parlaient pas français. Puis dans ceux qui ne parlaient pas français, la majorité des adultes, on sait qu'ils ne suivront jamais de cours de français. Donc, oui, il y a plusieurs mesures à regarder. La priorité pour l'instant, c'est l'immigration. On fait des demandes à Ottawa pour avoir plus de pouvoir en matière d'immigration, avoir un test de français obligatoire. Je sais que le Parti québécois est d'accord avec ça. C'est malheureux que le Parti libéral ne soit pas d'accord. Complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, si on était un pays normal, on n'aurait pas à quémander Ottawa comme on a dû le faire ce matin. En matière de langue, la question porte sur la Charte de la langue française. Si on est sérieux sur ces questions, lorsqu'on se proclame nous-mêmes nationalistes, il y a des tests à passer. Un de ces tests, c'est la Charte de la langue française. On a voulu l'améliorer lors du gouvernement minoritaire de Mme Marois. La CAQ a dit non, ça allait trop loin. Est-ce qu'il est prêt à assujettir les entreprises de moins de 50 employés à la Charte de la langue française? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, on n'exclut pas de réouvrir, de moderniser la loi 101. Maintenant, concernant les petites entreprises, il faut comprendre que déjà, ils sont assujettis à la loi 101. Là où on ne veut pas embarquer, c'est dans la bureaucratisation pour les petites entreprises. Actuellement, il y a trop de bureaucratie. Donc, on veut y aller via les incitatifs, donc donner des cours de français dans les petites entreprises, entre autres le midi durant les heures de lunch. Donc, on va y aller sur une base d'incitatifs pour que le français soit plus présent dans les PME. Oui, c'est important, mais on ne va pas le faire avec la bureaucratie péquiste. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, la socialisation par le marché du travail, c'est très important pour le français. Vous travaillez dans une entreprise de 100 employés et plus, c'est important. Moins de 50 employés, le premier ministre vient de vous dire, c'est pas important parce que c'est de la paperasse supplémentaire. Si c'était l'Institut économique de Montréal qui aurait dit ça, j'aurais dit c'est tel quel. Mais le premier ministre du Québec, qui est responsable de la nation québécoise, ne peut pas se permettre de dire il y a une catégorie de Québécois pour qui c'est pas important de parler français en milieu de travail. D'un coup, qu'il y aurait un foreman anglophone qui passe, qu'il faudrait qu'il parle en anglais, comme l'avait dit son prédécesseur, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, sur l'objectif, on est d'accord. Il doit y avoir plus de Français dans les petites entreprises au Québec. On est d'accord avec ça. Mais malheureusement, dans les dernières années, incluant pendant que le Parti québécois était au pouvoir, on n'a pas donné les services. Donc, il y a des gens dans les petites entreprises qui voulaient suivre des cours de français, puis les cours n'étaient pas disponibles. Mon collègue a augmenté de façon très importante les budgets pour la francisation. On va le faire par secteur, on va le faire dans les petites entreprises. Donc, on va s'assurer que ça se passe en français dans les PME au Québec. Question principale, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne.
Alors, après avoir empêché le PDG d'Investissement Québec de venir présenter ses résultats devant les parlementaires pendant la période de crédit, après avoir nommé un nouveau PDG d'Investissement Québec dans un contexte de confusion totale, après avoir doublé la rémunération du PDG sans justification crédible et vraiment valable, voilà que le ministre de l'Économie continue de vouloir faire de la politique derrière des portes closes. Il a pris un décret qui fait en sorte qu'Investissement Québec n'aura plus de compte à rendre. Et je vous lis la loi. La loi dit, Monsieur le Président, chaque organisme public doit rendre publique sa planification et, le cas échéant, sa planification révisée. Le problème, c'est que Investissement Québec, avec le décret, n'a plus à respecter cette loi. Monsieur le Président, on a visiblement un enjeu de transparence ici. Qu'est-ce que le ministre de l'Économie sait et qu'il ne veut pas que les Québécois sachent? Monsieur le ministre de l'Économie. Monsieur le Président, bonjour à tout le monde, bienvenue pour la rentrée. Écoutez, je trouve le commentaire de la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne par rapport à ma transparence totalement inapproprié. Parce que si j'ai une qualité, c'est celle-là. Je suis transparent, peut-être trop transparent. Premièrement, au niveau du PDG qui était absent, je noterais que le PDG avait un plan d'affaires qui avait été établi par sa patronne de l'époque, la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Donc, il a choisi de ne pas venir lui en parler parce qu'elle savait déjà ce qu'il était pour raconter. Et moi, je l'ai excusé parce qu'on avait convenu, lui et moi, qu'il passait à une autre étape de sa vie professionnelle. Donc, c'était très approprié. Et d'autant plus que toutes les réponses aux questions de l'ancienne ministre ont été répondues. Elle a même dit qu'elle avait été heureuse d'entendre les commentaires des fonctionnaires. Deuxièmement, elle mentionne que j'ai dissimulé le salaire du président d'Investissement Québec. On en a parlé ici pendant des jours. Dans le décret ministériel qui est approuvé, on a divulgué la rémunération du président, variable et fixe. Alors, on était transparent à l'extrême, je dirais. Troisièmement, elle a même dit, dans une entrevue récemment, que là où c'est le comble... En terminant... On cache l'information. Je cache l'information de la population. Alors, c'est complètement aberrant. Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, s'il vous plaît. On fait toujours attention aux propos. S'il vous plaît, la parole n'appartient qu'à la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Je vais finir là où le ministre je vais commencer là où le ministre a fini parce qu'il a dit c'est aberrant. En effet, c'est aberrant. Des changements importants qui sont en train de faire à Investissement Québec, il n'y a pas de transparence. Pourquoi le ministre prend la décision d'émettre un décret qui rend Investissement Québec moins transparent qu'avant? En fait, lorsqu'on regarde le décret qui a été pris, Investissement Québec va être non seulement moins transparent qu'avant, mais moins transparente que la Société des alcools, moins transparente que l'Auto-Québec, moins transparente que Hydro-Québec. Pourquoi? Le ministre de l'Économie. Monsieur le Président, premièrement, la transparence, on l'évalue après la reddition de compte. Je trouve un peu ordinaire de se faire critiquer sur une transparence de quelque chose qui n'est pas arrivé encore. Deuxièmement, si le député avait lu le projet de loi, l'article 5 et 6 permet au Conseil du Trésor de revenir et de demander une reddition de compte. Troisièmement, j'ai dit dans cette Chambre, quand on a fait le projet de loi, que j'étais pour être transparent sur la rémunération, sur les effectifs. Nous avons besoin d'une flexibilité. Le mandat que j'ai obtenu du premier ministre pour l'économie du Québec, qui doit être corrigé en passant, nous demande une flexibilité accrue. Et pour ce faire, pour une période temporaire, Investissement Québec va pouvoir prendre des ressources qu'ils ont besoin. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Monsieur le Président, le ministre a l'air de penser que c'est nous qui avons un problème avec sa transparence. J'aimerais lui dire qu'on n'est pas les seuls à décrier la situation. S'il vous plaît. Le syndicat de la fonction publique réagissait la semaine dernière en disant, et je cite, Monsieur le Président, « Quand on enlève tous les verrous, on ouvre la porte à des dérives, à du favoritisme, à des nominations partisanes. » C'est pas nous qui le disons, c'est le syndicat de la fonction publique. La décision envoie un très mauvais message à l'ensemble des Québécois. La seule décision à prendre, c'est de retirer le décret. Va-t-il le faire? Monsieur le ministre de l'Économie. Non, on ne le fera pas. Question principale, Madame la députée. Je vous demande votre attention, s'il vous plaît. La parole appartient maintenant à la députée de Rouyn-Noranda, Témiscamingue. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Il y a moins de 2 semaines, le ministre de l'Environnement a enfin daigné se rendre à Rouyn-Noranda. Les familles réclament depuis des mois un plan d'action pour ramener d'urgence le taux d'arsenic dans l'air à la norme fixée par le gouvernement du Québec. Monsieur le Président, parler de déception ne serait pas assez fort. Je ne comprends même pas pourquoi il s'est donné la peine de prendre l'avion pour nous répéter sa cassette. Il ne veut pas imposer une norme plus stricte à la fonderie Horn. L'excuse du ministre, un avis de 2013 de la Direction de la santé publique de Rouyn-Noranda, un avis qui ne tient plus la route selon l'aveu même
de ses auteurs. Je me demande ce qu'en pense le ministre délégué à la Santé qui dit être venu en politique pour protéger les enfants. Depuis 5 mois, on connaît les résultats de la dernière étude. Depuis 5 mois, on sait que les enfants de Rouyn-Noranda sont 4 fois plus imprégnés qu'ailleurs. L'arsenic est un cancérigène reconnu, notamment pour la peau et les poumons. Est-ce que le ministre peut nous expliquer pourquoi il trouve ça plus grave, un adulte de 20 ans... Monsieur le ministre de l'Environnement. En fait, Monsieur le Président, je n'ai pas du tout la même lecture de mon passage en Abitibi il y a quelques jours. Je pense qu'il y a eu des rencontres très productives avec la mairesse, avec le conseil municipal, avec les travailleurs de l'usine, avec le groupe AREC qui se mobilise dans le dossier, avec les gens de la santé publique régionale, avec la direction régionale du ministère de l'Environnement. Et je pense qu'on peut conclure que cette journée a été productive et surtout très éclairante. Et peut-être apporter une précision à l'affirmation de la collègue. Les notions qui ont été révélées le printemps dernier, elles sont encore très parcellaires. L'étude de biosurveillance, elle n'est pas encore publiée. Elle le sera dans les prochaines semaines normalement. Ce que j'ai eu l'occasion de répéter, c'est allons-y par étapes. Attendons cette étude, mais dans tous les cas, la seule et unique préoccupation de ce gouvernement et qui a été exprimé à travers les nombreuses rencontres, c'est la sécurité publique, la santé publique. Donc, à partir du moment où on nous convainc que le rapport qui a été émis et approuvé par la santé publique régionale en 2013 n'est plus adéquat, on pourra réagir, mais pour l'heure, ce ne sont pas des informations que nous avons. Première complémentaire, Madame la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Monsieur le Président, les résultats de l'étude sont connus depuis 5 mois. Le ministre délégué à la Santé est neurologue. Il sait mieux que tout le monde ici que les métaux sont des substances à fort potentiel neurotoxique et l'arsenic en fait partie. On ne veut pas en trouver 4 fois plus que la normale dans les ongles de nos enfants. Je veux comprendre les priorités du ministre. Pourquoi il s'inquiète plus du pot chez les adultes que de l'arsenic chez les enfants de ma région? Monsieur le ministre de l'Environnement. J'inviterai respectueusement la collègue à mieux s'informer du dossier. L'étude elle-même n'est pas encore dévoilée dans son intégralité. Ce ne sont que des parcelles de cette étude qui ont été dévoilées. L'étude de biosurveillance, elle doit être publiée dans les prochaines semaines. Donc, ne brusquons pas une décision qui, ultimement, pourrait être inadéquate. Donc, allons-y par étapes. Et en même temps, ce qui a été répété, des protocoles comme il s'en vit, un actuellement du côté de la fonderie Horn, il y en a plusieurs au Québec. J'ai plus de 80 protocoles d'attestation d'assainissement de cette nature-là, c'est-à-dire ramener les entreprises le plus près possible de la norme d'émission de 3 nanogrammes. Donc, la situation de la fonderie n'est pas unique en soi. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Les résultats sont clairs et ils sont connus depuis 5 mois. Vous parlez de l'avis de la DSP de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est drôle, le 9 septembre dernier, elle nous a donné un autre son de cloche. Elle a désavoué son avis de 2013 et elle recommande des actions concrètes dès maintenant. Je veux comprendre les priorités du ministre. Pourquoi il s'inquiète plus du pot chez les adultes que de l'arsenic chez les enfants? Monsieur le ministre de l'Environnement. Heureux dans un dossier qui est susceptible d'inquiéter la population. On a une collègue qui exacerbe ces inquiétudes de façon malheureusement injustifiée. Ce que l'on a dit, ce que l'on a répété, la santé de la population est notre principale préoccupation. En même temps, un protocole comme celui qui se vit auprès de la fonderie Horn, il y en a plus de 80 au Québec. Oui, il y a des taux d'émission d'arsenic qui sont importants, mais attendons la divulgation du rapport complet pour voir si nous allons dans la bonne direction. Ce que j'ai aussi eu l'occasion de répéter lors de mon passage, nous sommes en présence d'une entreprise qui collabore bien autant avec le ministère de l'Environnement qu'avec la santé publique pour voir comment elle peut, de façon concrète, améliorer ses pratiques. Monsieur le leader du troisième groupe d'opposition. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Au cours des derniers mois, la CAQ a annoncé son projet visant à confier au moins 80 des données que possède le gouvernement au secteur privé. La CAQ va livrer les données des Québécois à des entreprises étrangères. La vérité, c'est qu'elle fait des compromis sur la souveraineté de la nation pour les données des Québécois. Elle devrait plutôt tirer les enseignements du passé et consolider l'expertise. C'est certainement pas prudent et encore moins nationaliste. Ma question, Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut reculer et confirmer que l'État québécois aura en main toutes les données des Québécois? Monsieur le ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale.
Bien, reculer, non, Monsieur le Président, et là, je ne m'assierai pas maintenant. Mais non, il n'y en a pas question, parce que la situation dans laquelle le gouvernement précédent nous a placés fait en sorte que c'est la situation actuelle qui est problématique. Et ça, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec mon collègue. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Puis je sais qu'il faut avoir un peu de sensationnalisme quand on pose une question, mais il n'est absolument pas question de confier nos données au privé. Je tiens à dire aux Québécois que les données du gouvernement vont rester la propriété du gouvernement et le gouvernement du Québec va rester le seul gestionnaire de ces données. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelque chose qui n'a jamais été fait, qui aurait dû être fait depuis très longtemps. On va catégoriser les données parce que toutes les données n'ont pas besoin du même niveau de protection. Hein? Je pense que c'est logique de dire que de mettre dans un coffre-fort hyper sécurisé certaines données pour ensuite les mettre sur un site où elles sont publiques et libres de droit, ce ne serait pas très efficace. Ça, c'est la philosophie du Parti québécois, ce n'est pas la nôtre. Alors, on va catégoriser nos données. Les données extrêmement sensibles seront gardées dans un info nuagique gouvernemental et les autres données pourront être données en location à des entreprises dont c'est la spécialité. Première complémentaire, Monsieur le leader du troisième groupe d'opposition. Je vous demande également de vous adresser à la présidence. S'il vous plaît, vous connaissez les règles. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La population veut que leurs données soient hébergées ici, sécurisées au Québec par les lois du Québec. Le nationalisme, ça s'incarne partout, sans compromis, tout le temps. Est-ce que le ministre peut nous garantir que les données des Québécois, toutes les données, seront hébergées ici, sur notre territoire? Monsieur le ministre délégué à la transformation gouvernementale numérique gouvernementale. Monsieur le Président, ce que les Québécois veulent, c'est de savoir que leurs données sont gérées de façon sécuritaire, de façon efficace et aussi dans l'optique de donner des services. Parce que ça, on va comprendre que les services numériques du gouvernement du Québec, dans le passé, ce n'était pas notre marque de commerce. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut améliorer. Mais ce que je peux dire aux Québécois, c'est que leurs données seront bien protégées, très bien protégées par le programme qu'on a mis en place. On va s'assurer de la sécurité des données et ensuite, on va s'assurer de l'accessibilité des données pour être capable de donner des services à notre population. Et tout ça, Monsieur le Président, en économisant des sommes qui vont permettre d'investir en éducation, en santé. Deuxième complémentaire, Monsieur le leader du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, on est d'accord qu'on peut faire mieux et on est d'accord qu'il faut qu'on fasse mieux. Mais c'est au Québec que nous devons le faire et je crois comprendre que le gouvernement ne reculera pas. Donc, je répète ma question. Pour sécuriser les Québécois et Québécoises, est-ce que le ministre va confier toutes les données des Québécois à l'État plutôt qu'aux multinationales étrangères? Monsieur le ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale. Président, je répète que les données qui sont extrêmement sensibles et névralgiques seront gardées en info nuagique gouvernementale. Pour le reste, Monsieur le Président, on va s'assurer que les données seront gardées dans un environnement qui nécessitera une sécurité, c'est-à-dire qui sera sécuritaire au niveau de ce que les données nécessiteront. Et ce que je peux dire aux Québécois aussi, c'est que la situation va s'améliorer non seulement sur la protection de leurs données, de leurs renseignements personnels, de façon extrêmement significative, au niveau de l'efficacité et aussi au niveau des économies qu'on va générer. Parce que ce que les Québécois veulent savoir, c'est que leur argent est bien géré, ce qui n'a jamais été le cas avec les gens d'en face. Nous, on va le faire. Donc, de la sécurité, des économies, de l'efficacité, puis de l'argent pour les services. C'est ça qu'on va leur donner. Question principale. La parole appartient maintenant au député de Pontiac. Monsieur le Président, j'espère que, comme moi, vous avez passé un bel été, mais malheureusement, ce n'est pas tous les Québécois qui ont passé un bel été. Il y a 3 semaines, les gens du bas du Cap-de-la-Madeleine, un secteur défavorisé, où les citoyens comptent sur des services de proximité, ont appris que le gouvernement allait fermer l'urgence de Cloutier du Rivage. Et aujourd'hui, les patients se demandent où ils vont devoir aller. La réponse du gouvernement? Bien, à l'hôpital de Trois-Rivières. L'enjeu, Monsieur le Président, avec ça, c'est que l'urgence de l'hôpital de Trois-Rivières, la seule urgence dans toute la ville, est déjà pleine. En date de ce matin, il y avait 46 patients sur civière à l'hôpital de Trois-Rivières. Il y a juste 45 civières. Alors, ils vont où, les patients du Cap-de-la-Madeleine? Ce matin, là, les médecins et le personnel et les employés ont sonné l'alarme. Ils craignaient et ils craignent pour la sécurité de leurs patients. Le docteur Michel Gauthier l'a dit clairement, et je le cite, « Je trouve ça absolument méprisant pour la population. C'est pas vrai que c'est pas une fermeture, c'est une baisse de services dramatique. » Qu'est-ce que la ministre de la Santé répond aux citoyens du Cap qui veulent leur urgence et aux médecins qui sont inquiets pour leurs patients? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Bien, Monsieur le Président, je veux d'abord saluer mon collègue, député de Pontiac,
et lui souhaiter une bonne rentrée parlementaire. Toujours un plaisir de revoir le collègue député de Pontiac. Alors, moi, je veux rassurer la population du Cap-de-la-Madeleine. C'est une population qui va avoir de bons services, qui a de bons services. Ce qu'il faut comprendre, Monsieur le Président, c'est que l'urgence, le centre cloutier du Rivage et l'ensemble du territoire, il faut faire attention comment on organise les services pour que, justement, la population du Cap-de-la-Madeleine et les autres aient accès à des services de proximité. Ce centre cloutier du Rivage, on va le transformer, mais on va le transformer pour bonifier, consolider des services de proximité qui vont être donnés par des infirmières praticiennes spécialisées, parce que les médecins, évidemment, il y a une quantité limitée de médecins, et on en a besoin dans les urgences de Trois-Rivières et de Louisville. Puis en plus, Monsieur le Président, il y a un GMF à 15 minutes du Cap-de-la-Madeleine qui est prêt à recevoir des citoyens. Première complémentaire, Monsieur les députés de Pontiac, vous êtes le seul à avoir la parole. Monsieur le Président, ce matin, les médecins, le personnel ont dit qu'ils n'ont pas été consultés et que quand ils ont partagé leurs inquiétudes, ils ont reçu des lettres pour bien leur rappeler la loyauté face à l'employeur, de ne pas oublier, dans le fond, qui signe leur chèque de paye. C'est une chose. C'est une chose, Monsieur le Président, de faire un plan tout croche. C'en est une autre d'ignorer et de tasser ceux qui veulent aider à rectifier les choses. Mais le bout, c'est de leur dire de se taire. C'est-tu juste moi, Monsieur le Président, où on est à un mille de ce que la ministre disait à l'époque quand elle disait « Sentez-vous à l'aise ». Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Bien, Monsieur le Président, d'abord, moi, je suis sensible aux inquiétudes des médecins, puis je veux les rassurer parce qu'on sait que les médecins, ils veulent le mieux pour la population. Mais je dois vous dire que ce qu'on entend, c'est que les élus sont tout à fait d'accord avec ce projet, qu'il y a une adhésion de la population, des organismes communautaires. Les gens comprennent qu'ils vont avoir des services sans rendez-vous, des services avec rendez-vous, d'infirmières praticiennes spécialisées, multidisciplinaires. Il va y avoir d'autres professionnels, Monsieur le Président, qui ne sont pas là actuellement, alors qu'ils vont recevoir cette population, donc sans rendez-vous, avec rendez-vous, et un médecin disponible également. Monsieur le Président, ce sera des services vraiment adéquats, très bien pour la population du Cap-de-la-Madeleine. Deuxième complémentaire, Monsieur les députés de Pontiac. Monsieur le Président, la ministre nous dit qu'il faut faire attention à comment on organise le réseau de la santé. C'est exactement ce qu'on est en train de lui dire. Ça fait 351 jours que son gouvernement est élu. Ça fait presque un an qu'elle est ministre de la Santé, qu'elle est la personne responsable de ce qui se passe dans le réseau de la santé. Et ce qu'on voit ce matin en Mauricie, c'est une fermeture d'urgence, une diminution de services, un climat de représailles, des médecins qui sont inquiets pour leurs patients et des patients qui se retrouvent juste pas. Et tout ça sous sa gouverne, résultat direct de ses décisions. Monsieur le Président, est-ce qu'elle peut remplir son rôle, ajouter des services en Mauricie? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Bien, d'ailleurs, Monsieur le Président, moi, je salue les équipes de la Mauricie, du centre du Québec, mais de Cap-de-la-Madeleine, autour de Trois-Rivières, un taux d'inscription de 88 des patients, des citoyens, un médecin de famille. C'est vraiment bien. Alors, on continue dans ce sens-là, mais on fait des équipes bonifiées, consolidées, avec des infirmières praticiennes spécialisées pour supporter les médecins. Les médecins, là, on en a besoin aussi dans les urgences de Trois-Rivières là, et de Louisville. Alors, les services de proximité vont être ouverts de façon très accessible à la population du Cap-de-la-Madeleine. Ils vont avoir d'excellents services au centre routier du Rivage, au GMF également, qui est tout près, et à l'urgence de Trois-Rivières. Question principale, Monsieur le député de Lapinière. Monsieur le Président, la promesse la plus coûteuse de ce gouvernement, on le sait, c'est le troisième lien. Au crédit, le ministre a refusé de répondre aux questions. Il a même refusé que le directeur de projet vienne répondre aux questions. Monsieur le Président, ça fait un an qu'il travaille là-dessus. Il doit y avoir quelque chose de neuf, mais on ne voit rien de neuf. Monsieur le Président, par respect envers les contribuables qu'on doit savoir, est-ce que le ministre va s'engager aujourd'hui à donner suite à notre demande de mandat d'initiative et enjoindre le directeur de projet de répondre en toute transparence aux questions des Québécois? Ministre des Transports. Président, la grande question qu'il faudrait poser du côté du Parti libéral, est-ce qu'ils sont pour le troisième lien? J'écoute le député de Lapinière depuis quelques mois. Déjà, le Parti libéral, on semble contre être le troisième lien du côté du Parti libéral. On a bougé plus rapidement en quelques mois, sinon en un an, que ce que vous avez jamais fait pour le troisième lien. On a préparé donc le pont de l'île d'Orléans. On a annoncé donc que ce serait un tunnel au printemps dernier. En temps et lieu, on pourrait évaluer donc les coûts
les mentionner à la population et nécessairement passer le dossier d'opportunité d'affaires au Conseil des ministres comme il se doit. Question principale, Monsieur le député de Lapinière. Alors, Monsieur le Président, on l'a bien entendu, le ministre vient de dire au peuple québécois, vous n'avez pas d'affaire à avoir l'information aujourd'hui. Puis moi, je pense qu'il y a une raison pour ça. Je pense que le ministre, il ne veut pas avoir l'air de son collègue à l'Éducation et avoir un projet qui va passer de 120 000 à 800 000 pièces. Probablement que le ministre est en train de perdre le contrôle des coûts de son projet et c'est pour ça qu'il ne veut pas en parler. Monsieur le Président, il y a une loi pour les grands projets. C'est pas compliqué, il vient de le dire. Le projet, pour avancer, il doit avoir l'approbation du Conseil des ministres, Monsieur le Président. Pour avoir l'approbation, il faut qu'il montre les chiffres. Ça veut dire qu'il a les chiffres parce qu'il a avancé. Cette semaine, le premier ministre a dit aux syndicats une chose bien simple. Les surplus, ça appartient à la population. Est-ce que le ministre peut nous dire aujourd'hui, pour lui, si l'information, ça appartient aussi aux Québécois? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, on donnera toute l'information en bonne et due forme pendant l'année 2020 sur les coûts de ce projet. On répondra à toutes les questions du député aux études de crédit comme il le fait lors de l'étude de crédit l'année passée. Alors, encore une fois, on sera transparent. Comme je l'ai mentionné, on donnera toutes les informations en bonne et due forme en temps et lieu. Merci à tous. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales.